Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ECM Podcast. Je vous rappelle que ECM, c'est pour Earth Scare Movement, l'association que nous avons créée, Jérémy et moi, qui a pour but de sensibiliser au lien entre santé et environnement. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner et nous suivre sur Spotify, Deezer et si vous voulez nous voir également sur YouTube, pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment voyager sans polluer et surtout peut-on vraiment s'évader tout en respectant la planète? Au sommaire de cet épisode, on retrouvera une brève histoire du voyage avant de se questionner sur ce qui influence nos choix à partir loin. Et enfin, quelles sont les alternatives qu'il existe au voyage? Tout cela bien évidemment accompagné d'anecdotes croustillantes sur nos vécus respectifs. Jérémy, salut, comment ça va? Je vais bien et toi? Eh ben super, et je crois que c'est un sujet que tu apprécies vraiment, c'est quelque chose qui te passionne, je dirais presque. Donc aujourd'hui, écoute, on va partir sur l'histoire un peu de cet exode, de l'exode avant le voyage. Ouais, exactement, ça me tient à cœur parce que j'ai beaucoup voyagé, dans ma jeunesse et je pense que c'est important d'en parler et de montrer qu'il y a d'autres alternatives sur le voyage, commercial en avion, partir loin, polluer. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Je voudrais reprendre un peu d'un point de vue étymologique d'où vient le mot voyage. En fait, il vient du latin qui veut dire soit via, soit chemin et en fait, ce terme, si on regarde un peu son histoire, il est apparu au temps des croisades, vers le XIe siècle. Ensuite, il a été détourné pour montrer la forme d'un mouvement, d'un déplacement, souvent d'un point A à un point B. Au XVe siècle, il est surtout apparu avec les forains qui étaient sans cesse en déplacement pour leurs activités. D'où le terme les gens du voyage. C'est un terme qui est encore bien présent et les vrais voyages aujourd'hui, à l'échelle de notre territoire, ils se sont développés durant l'âge industriel. Pour une remise en contexte, à cette période, le travail des champs était de plus en plus pénible et de moins en moins rémunéré. Les industries se sont rapprochées des villes qui étaient en développement. Donc les campagnards sont devenus les ouvriers. C'est à ce moment-là que se dessinent les villes comme on les connaît aujourd'hui. L'exode rural est alors né et les campagnards du coup n'ont pas voyagé par plaisir mais par désir d'avoir une meilleure vie et un meilleur avenir pour leurs enfants. On peut prendre l'exemple de Paris, par exemple, avec la rénovation de la capitale qui a été confiée à Haussmann. Vous savez, ces grands immeubles qui font les boulevards qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, ces campagnards, ils ont quitté leur campagne pour s'installer dans les banlieues. On a détruit les vieux quartiers pour en faire des immenses immeubles et pouvoir accueillir toute cette main-d'œuvre. L'urbanisme a alors créé ces zones qui sont toujours présentes aujourd'hui. Et pour reprendre un petit peu du coup, sur les vacances, historiquement, bah, du coup, ça vient d'où les vacances? Donc une fois qu'ils se sont installés, en ville et qu'on instaure ce régime ouvrier, on a les congés payés qui vont être instaurés en France en 1936 exactement, et ils ont marqué un tournant majeur dans l'histoire des vacances. Puisque avant cette date, seuls les plus aisés pouvaient se permettre de partir en villégiature. Avec cette avancée sociale, les classes populaires ont progressivement eu accès au voyage, donc donnant naissance au tourisme. Et aujourd'hui, cette démocratisation a des impacts effectivement environnementaux, mais ça on y reviendra après. Du coup, il y a le concept en fait de vacances qui, comme je le disais, est lié à ce côté de congé payé, et ça devient en fait une toute nouvelle pratique. Donc comment on voyage? Eh bien, ça va être de revenir en fait tout bêtement dans les campagnes, ça va être, de commencer à aller au niveau des plages aussi, de redécouvrir ces littoraux, et c'est, tranquillement avec, par exemple, l'essor des stations balnéaires. Donc on a ces premières formes de tourisme. On parle à ce moment-là peut-être même de début de tourisme de masse, puisqu'en fait, il n'y a pas beaucoup de centres. Donc du coup, on se retrouve avec des centres qui sont bondés, avec des régions où il y a beaucoup de monde. Et en fait, ce qui fait ce terme un peu de tourisme de masse, c'est que dans une période, il y a personne et tout d'un coup, il y a beaucoup de monde. Et du coup, c'est vrai on avait ces premières choses, ce premier impact qu'on commençait à voir. Après,
faut savoir aussi qu'en France, on était, moins d'habitants, enfin, il y avait moins d'habitants, donc automatiquement, bah, c'est un peu logique, que certains villages qui sont tout petits, deviennent, deviennent tout d'un coup, le centre de l'attention. Ce qui a beaucoup fait évoluer également, le tourisme et bien, c'est, l'impact de l'industrie et des infrastructures. Vu qu'on améliore les voitures, vu qu'on améliore les routes, vu qu'on améliore les chemins de fer et ben, tout ça fait qu'on se retrouve avec un accès aux vacances et donc un accès vers toute la France, beaucoup plus simple et la on va dire que la connexion avec, les autres pays commence à se faire, beaucoup mieux et effectivement, c'est là où aussi on va avoir l'apparition, des avions, des premiers avions donc forcément et bien, on se retrouve à pouvoir voyager plus loin, plus rapidement et toutes ces évolutions en fait, vont connaître, bah, et bien l'essor des vacances comme on les connaît aujourd'hui. Ouais et puis je pense que c'est intéressant de voir que, ben, post-guerre, en fait, bah, les 30 glorieuses, elles ont quand même augmenté le pouvoir d'achat des Français. Ça a été associé justement avec, le plaisir de partir et de se retrouver en famille dans une station balnéaire comme tu l'as dit, mais également de découvrir de nouvelles activités sportives. Ça pouvait être, l'essor du ski aussi à ce moment-là et donc le développement de l'aviation commerciale et aussi il y a eu des mesures politiques qui ont également influencé le prix et qui ont poussé finalement les Français à partir en fait. Ouais. Et ça, on peut l'associer, par exemple, je pense à une politique publique qui concerne spécifiquement l'aviation, mais c'est la non-taxation du carburant pour les avions, à savoir le kérosène. Et c'est un paramètre qui est très important dans la possibilité des industries et des compagnies low cost de proposer des prix attractifs. Mmh. Aujourd'hui, peut-être que l'avion, enfin du moins avant l'avion était consacré comme un moyen luxueux de se déplacer loin très rapidement. Et c'était même un rêve aujourd'hui quand on voit les campagnes de promotion de l'avion, c'est Dream Big, c'est toujours cette notion de rêve, d'escapade. Et il faut savoir que maintenant c'est de plus en plus accessible. Je mets quand même un petit bémol, c'est que tous les Français n'ont pas la possibilité de prendre l'avion, et si certains prennent l'avion, c'est souvent pour retrouver leur famille, qui se trouve soit dans les Antilles au Dom-Tom, soit ils sont issus de l'immigration, ils essayent de retourner au Maghreb et dans des régions ce n'est pas pour le plaisir de voyager, mais c'est plus par nécessité. Je mets cette réserve parce qu'elle existe énormément et encore plus en France. Ouais, ouais, je l'ai connu avec, quand j'étais à La Réunion pour, rentrer en France ou du moins pour, faire vu qu'on habitait à La Réunion, pour faire mes concours infirmiers, bah, tu as un chèque, délivré par, alors je sais plus, je crois que c'est la région, qui délivre, ce chèque et qui te permet en fait d'aller en France passer tes concours et du coup ça m'a permis, bah, de revenir en France et ça effectivement, alors c'est un certain privilège puisque du coup c'est quand même aidé mais effectivement, on parle pas forcément de voyage, pour le coup. Tu parles vraiment de partir, c'est plutôt professionnel et heu et donc oui, effectivement, alors on a la chance en France parce que justement ça existe et donc on est beaucoup plus aidé, via ça. Surtout qu'en vrai, en France, c'est un des pays, le colonialisme a été très important durant notre histoire et notre capacité à agrandir notre territoire avec les dom-toms, comme ça a été le cas avec toi à La Réunion, ou même moi qui ai pas mal voyagé en Afrique, j'ai rencontré plein de personnes ou d'expatriés français qui ont pris le choix et la décision de vivre et de s'implanter dans ces pays coloniaux d'une certaine manière et qui ont poussé naturellement à prendre l'avion sans forcément se poser la question de est-ce que écologiquement c'est bon ou pas quoi. Mmh mh. Et je pense que c'est toute la discussion qu'on va avoir aujourd'hui entre ben qu'est-ce qui fait que notre histoire nous a amené à nous déplacer massivement et à prendre l'avion sur des milliers de kilomètres et aujourd'hui on a plus une réflexion sur est-ce que c'est vraiment viable et soutenable pour l'avenir de nos enfants et comment on entrevoit aussi cette notion de si je pars vivre je sais pas au Canada ou à un autre endroit sur notre planète quelle relation vais-je entretenir avec mes proches. Mmh Ça mh. aussi, je le vois beaucoup avec des amis qui se questionnent sur j'ai envie de découvrir un pays qui est très loin, je suis plus ou moins proche de ma famille, comment on va faire? Et en fait, c'est une question qui apparaît avant même de partir, ce qui Ouais. n'était peut-être pas le cas auparavant. Ouais
Et c'est vrai que si on reprend, bah, comme, à la base en fait et tu le disais très justement avec, l'empire colonial français et tous les empires, des royaumes, comme le Royaume-Uni, les l'Angleterre, enfin, c'est et en fait ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la base en fait on a commencé à expandre, nos territoires, mais c'était plus une question de guerre, de pouvoir, de pouvoir économique. C'est toujours, bah, le poids du pouvoir qui a en fait poussé pour qu'on ait, on ait des territoires encore plus éloignés de la France, en l'occurrence pour la France. Mais aujourd'hui, ça a j'allais dire le contre-coup et l'avantage d'un autre côté de pouvoir, bouger à travers le monde entier et c'est très juste de parler de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite de la guerre froide, mais grâce à, j'allais dire, encore une fois, malheureusement, mais en même temps grâce à ça, on a pu avoir un semblant de paix mondiale, qui nous permet aujourd'hui, bah, de pouvoir se déplacer partout et d'avoir une certaine cohésion dans la plupart des pays et ce qui fait qu'effectivement, bah, ça pousse et ça c'est, on va dire une faveur, une faveur gouvernementale, mais ça pousse à pouvoir aller dans différents pays et faut pas oublier que ça permet aussi d'accueillir énormément, la France étant une des premières destinations, que ce soit pour des réfugiés, que ce soit pour De du touristes. tourisme ou de la diplomatie. On a vraiment un territoire qui est très ouvert aux autres. Et ça, c'est vraiment, pour un Français, quelque chose de très important. Et, et puis, du coup, pour en revenir un petit peu au tourisme d'avant, faut savoir que les premiers voyages de groupe, les premiers voyages, organisés, eh bien, c'est grâce à Thomas Cook en 1841. Donc comme quoi, le tourisme comme on le pense, eh bien, c'est du 19e siècle, hein, donc c'est pas tout jeune, mais c'est quand même ça reste quand même récent dans notre histoire. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu le parlais, aujourd'hui, malheureusement, ce tourisme est devenu un tourisme plutôt low cost, et on en reviendra après, avec les taxations carbone, effectivement. Mais tu pourrais nous dire, est-ce que tu as regardé, mais qui voyage aujourd'hui? Comment on est influencé pour voyager? Et qu'est-ce qui fait que des jeunes de nos jours, moi je pense aux 18-30 ans, parce que c'est un peu dès qu'on... Moi je me souviens quand j'étais étudiant, avec tous mes amis, on va au camping où on essaye de partir, de s'évader avec notre budget, c'est assez compliqué. Et dès qu'on reçoit notre premier salaire, hop, on se dit, mais attends, mais tout est possible, je me sens libre, je me sens pousser des ailes, où est-ce que je veux aller? Il y a un peu des bucket list en mode moi je veux aller là, 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 sans forcément se soucier des conséquences en fait de nos actes et de nos choix. Est-ce que tu peux nous dire, ou tu arrives à savoir qui voyage aujourd'hui en fait? Bah, en fait, c'est vrai que quand on regarde, on a de la publicité, des réseaux sociaux, on est influencé finalement et on est bombardé d'images. Tu le disais très bien. Moi, combien de fois je suis tombé sur une pub avec une personne qui sirote un cocktail devant une mer turquoise avec un soleil de plomb et du coup tu te dis waouh, ça pour un Européen qui voit quand même un ciel gris actuellement comme je Ah le bah vois, là, on a un petit ciel gris. Et ben effectivement, ça donne très envie d'aller se dorer la pilule au soleil. Et du coup, je me suis posé un tas de questions effectivement. Eh bien, est-ce que c'est plutôt les retraités? Est-ce que c'est plutôt les jeunes actifs? Ou bien ça concerne toutes les générations? Toutes les générations voyagent et c'est qui les grands voyageurs d'aujourd'hui? Quels sont leurs profils? Et est-ce qu'on observe finalement des disparités importantes? Et il y avait une chose sur laquelle je voulais rebondir tout de suite, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, 40 de la population ne voyage pas en France. Et ça, c'est important, faut quand même le souligner. 40 ce sont des chiffres de l'INSEE, qui ne voyagent pas. Malgré des chèques, malgré des aides de l'État, eh bien, on a encore une grande disparité sur le voyage, même sur notre territoire. Heu, pour les retraités, il faut savoir que 60 des retraités, français finalement déclarent partir en vacances au moins une fois par an et souvent ça va être, des longs séjours, hors saison. Ça va être, mais mais effectivement, ça va être des circuits organisés, des croisières, et même pour certains des fois, juste se rendre dans les résidences secondaires.
Maintenant pour les 18-35 ans, eh bien on voit que 72 des Français déclarent voyager chaque année, heu, notamment à l'étranger. Mais ça va être un tourisme qui va être un petit peu, différent. Je pense également influencé par, des courants, mais on va avoir, du city break, des séjours d'aventure. On va préférer des solutions comme, des auberges de jeunesse, du couchsurfing, du backpacking et en fait, ça se fait beaucoup, de partir voyager, apprendre en même temps, un petit métier ou travailler sur le tas, simplement pour pouvoir payer l'avancée de tes vacances. Et ensuite, on se retrouve avec des enfants vers 25-50 ans. Et bien là, on voit que 80 des familles, eux, prennent des vacances, mais majoritairement en France, parce que forcément, ça coûte moins cher, et pour Enfin, avec toute la famille, ouais, ouais, forcément, pour toute la famille. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple, et là, on va avoir, bah, les clubs. Alors Club Med, hein, effectivement, ça c'est l'essor, d'ailleurs le rappel historique, mais le Club Med, c'est dans les années, 80-90 que commence à émerger, le Club Med justement pour les classes moyennes. OK, ce qui Voilà. n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ce qui n'est complètement plus le cas aujourd'hui et finalement mais en même temps, j'allais dire, c'est normal puisque la population qui a trait au Club Med maintenant n'est plus la même qu'à l'époque. Mais effectivement, avant, voilà, c'était un peu plus accessible et et puis aussi, il faut pas oublier qu'en fait, il y a toujours cette disparité entre, les jeunes actifs, urbains et les jeunes ruraux et effectivement, les urbains et ben, forcément quand on voit du gris et des immeubles toute la journée, on a envie de s'évader, et du coup, on se retrouve à vraiment avoir une certaine flexibilité grâce notamment au télétravail et soit tu vas partir pour travailler, soit tu vas partir, finalement pour, à l'étranger. Grâce au télétravail, tu peux travailler, mais en même temps, tu peux te faire plaisir et donc il y a ces nouveaux actifs, en fait, qui sont très intéressants. Ouais, et je trouve que ça a aussi vraiment apparu, post-Covid. On a vu ce nouveau concept qui est les néo-ruraux. En fait, c'est assez drôle, mais, on a vu toutes les perspectives de, passer beaucoup plus de temps, dans la nature, se reconnecter au vivant. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu, pendant cette période de confinement et quitter Paris et se rendre en province, ça a été possible par une nouvelle organisation du travail, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Le télétravail, avant le Covid, je crois que c'était vraiment, dans peu d'entreprises, 1 à 2 jours par semaine maximum. Et là, aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé et on a même poussé, certaines entreprises ont poussé les gens à faire du télétravail pour plein de raisons économiques et on s'est rendu compte que d'un point de vue de productivité, ça n'affectait pas la productivité des employés. Et les gens ont décidé de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui m'empêche finalement d'avoir mon travail, enfin mon lieu de travail réellement sur Paris, mais de me rendre à l'étranger et dès que j'ai fermé mon ordinateur, je peux partir à la plage ou faire autre chose. Et ça, c'est un terme qui est très très récent, mais qui est de plus en plus répandu et encore plus chez les 18-30 ans. Oui, effectivement, ça te permet vraiment d'avoir, alors après, il faut faire attention aux bullshit jobs, hein, je le rappelle, parce qu'il y en a quand même pas mal, malheureusement derrière les ordinateurs. Mais c'est vrai que ça reste une solution, en tout cas, pour être payé en tant que salarié, mais en même temps, profiter d'être ailleurs. Hem 65 partent en vacances chaque année, mais avec un budget limité. Et ça aussi, c'est une réelle, ça fait partie, du réel de la France aujourd'hui. Et là encore, ce sont des stats de 2022. Hem, donc ça a fortement augmenté, ce qui est sûr. On va les retrouver, dans des campings, des plateformes, low cost, des types des Airbnb par exemple, et c'est quand même, la majorité, de la population française. Parce qu'il faut savoir qu'il y a à peine 10 de la population qui fait des voyages de 4, enfin qui fait 4 à 5 voyages par an, ce qui est énorme et on ça représente que 10 de la population et c'est surtout, que ça va consommer c'est pas forcément, alors on va avoir, la notion, j'aime bien, j'ai rigolé quand je suis tombé sur ces articles, mais d'écotourisme, mais haut de gamme. L'écotourisme haut de gamme, c'est véritablement, c'est du greenwashing parce que voilà, on se retrouve avec, Du glamping.
J'ai Gl entendu ce terme, le mmh, glamping. c Tu es dans une espèce de petite hutte, un peu une tiny house, mais vraiment, en plein cœur de la nature, isolé, mais alors que c'est avec des matériaux qui ne sont pas du tout écologiques et ça n'a rien de tiny parce que, c'est oui, des c'est des trucs voilà, énormes. c'est Ouais, des ouais, trucs ouais. énormes et les gens se disent: «Mais en fait, c'est du luxe en Oui. plein cœur de la nature où tu vois une biche à travers la fenêtre, quoi». Mais c'est juste qu'en plus, enfin, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que les gars, ils viennent, ils amènent plein de trucs. En fait, ils sont très loin et du coup, ils amènent plein de nourriture occidentale ou de choses comme ça. Et du coup, il y a plus rien d'écolo, puisque du coup, juste le fait de transmettre toute cette nourriture à cet endroit-là, c'est hors norme. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire quand je suis tombé sur ces articles. C'était des trucs que je connaissais pas forcément. Du coup, ça m'a fait bien rire. Mais revenons, je pense, sur un point qui me semble essentiel pour voir comment les classes moyennes et notamment aussi les classes populaires font tout pour partir en vacances aujourd'hui. Pour moi, il y a deux paramètres à vraiment développer et prendre en compte. La première, c'est comment ils sont influencés. Et là, je pense, on peut vraiment rebondir sur le pouvoir du numérique aujourd'hui et des réseaux sociaux. On va pas se le cacher, mais il y a énormément d'influenceurs, donc c'est des individus qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui sont en collaboration avec des entreprises qui poussent au voyage. Ça peut être soit des compagnies aériennes directement, ça peut être soit des agences de voyage. Et ces jeunes, ils font la promotion. C'est une sorte de lobbyisme. On a déjà parlé du lobbying lors des précédents podcasts. Et le lobbying, pour reprendre en quelques mots, c'est quelqu'un qui est payé par une entreprise pour vous pousser et changer vos habitudes et vos comportements. On voit que les jeunes, et notamment les 18-30 ans, passent énormément de temps sur les réseaux sociaux et entre guillemets, cette information, ils consomment de l'information. Souvent, ils ont une faible attention, c'est quand même, on envoie des images importantes ou des images qui vont faire envie, qui vont susciter l'envie et qui vont créer de la dopamine, même d'un point de vue purement physiologique. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, l'hormone qui nous fait rêver et qui nous pousse à nous évader. Donc, avant de s'évader et de prendre sa compagnie low cost, on s'évade depuis son canapé sur son téléphone. Et en Tout à fait, fait. j'ai trouvé ça intéressant et que se dire mais pourquoi pas moi, en fait? Mm. Pourquoi lui, il peut, il a le même âge que moi, et pourquoi moi, je n'ai pas le droit de m'offrir ça ou de m'autoriser à faire ça? Donc là, il y a toute une réflexion de se dire, sous une forme de, bah, en fait, c'est pas une forme de jalousie, mais c'est une forme d'envie et de ce désir de liberté qui fait que, bah, on a entre 18 et 30 ans, on a peut-être son premier salaire, on est avec sa bande d'amis ou en couple et on a ce besoin et cette envie de découvrir le monde. Mais on est à la recherche de quoi? Et en fait, ça me pose question sur qu'est-ce qu'on met aujourd'hui derrière le mot voyage? Est-ce que le mot voyage, c'est simplement prendre l'avion d'un point A à un point B, siroter des cocktails sur une plage et potentiellement ne rien voir en fait, juste voir les 10 secondes qu'on a vues du réel sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est rencontrer une culture, avoir des découvertes culinaires, et ça pose toute une notion sur comment va évoluer le voyage d'aujourd'hui et dans le futur, et je pense que c'est très intéressant d'en discuter. C'est tout à fait le cas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement que le gouvernement est là, du coup, avec des chèques vacances, par exemple, pour aider les classes moyennes et populaires. Mais aujourd'hui, il y a encore des problématiques. Euh, Pourquoi on se rend compte que prendre l'avion, ça coûte moins cher que le train? On s'interroge sur, les subventions au kérosène. Du coup, les inégalités, tarifaires entre les différents moyens de transport, bah, en fait, qu'est-ce que ça engendre et pourquoi on en est là? Mais en fait, économiquement, il faut savoir que le pouvoir d'achat des Français, bah, il est quand même en baisse depuis de nombreuses années. Et quand on regarde à titre comparatif un Paris, je sais pas, Paris-Berlin, on se rend compte que, bon, même si maintenant ils ont mis le train de nuit très récemment, je ne le fais pas dire, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais le train aujourd'hui est quand même bien plus cher à distance égale et ça influence directement bah, la décision des Français d'une certaine manière. On se rend compte qu'on ne peut pas se permettre de mettre, même si on a des convictions écologiques ou même si on se rend compte que le kérosène est un polluant qui vient des énergies fossiles et du coup a un impact environnemental beaucoup plus important que le train, le pouvoir d'achat entre guillemets, le portefeuille des Français est tellement réduit que quand on a besoin de se déplacer, soit pour retrouver ses proches ou soit pour partir en week-end quelques jours, on privilégie naturellement par ce choix politique de prendre l'avion.
Et en fait, c'est ça qu'il va falloir poser question et encore une fois, le pouvoir de décision du consommateur, il est central dans, l'offre que va être celle des entreprises, en fait. Et je pense que c'est un point, qu'il semble, on peut pas passer à côté, en fait, aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'avec, les émissions de gaz à effet de serre qui sont de plus en plus importants et notamment l'empreinte carbone, en fait, l'empreinte carbone par personne et par an, on se rend compte que, elle est très importante, notamment, en lien avec nos déplacements et l'utilisation d'énergies fossiles. Ça peut être le cas avec, quand on utilise sa voiture seule et qu'on fait de très longues distances, mais ça peut également être le cas quand on part en vacances très loin et qu'on part à l'autre bout de la planète pour, son plaisir et ça pose question sur la légitimité, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, quand dans le podcast précédent, quand on parlait, de nourriture, que là, je disais qu'effectivement, heu, l ton argent, si tu la mets à bon escient dans ton alimentation, c'est possible de bien manger et finalement, c'est comme si tu te faisais des petits restaurants, mais tous les jours. Pour le voyage, honnêtement, s on peut pas inciter les gens à dire: «Non, je ne prends pas l'avion, je prends le train», alors que des fois les budgets, c'est le double, voire le triple du prix Ouais, c'est pour fou. des trajets qui sont, heu, plus petits et ça, c'est vraiment pas normal et c'est là où là, j'entends totalement que ce n'est pas possible, de pouvoir voyager, de voyager comme ça. C'est vraiment très compliqué et donc c'est là où on va apporter des solutions. Je vous invite à rester jusqu'à la fin du podcast puisqu'on va vous apporter quelques solutions et quelques éléments de réponse. Mais avant ça, eh bien, qui dit voyager loin, qui dit être influencé pour voyager loin, eh bien, on arrive sur la surfréquentation de certains lieux. Et effectivement, on perd un peu ce côté, découverte des populations, découverte des traditions et on perd un peu ce côté authenticité. Du coup, qu'est-ce qui se passe un petit peu? C'est quoi le tourisme? C'est quoi le tourisme de masse et c'est quoi son impact majeur et bien sur les sols, sur l'environnement? En vrai, je trouve que c'est, d'une certaine manière, assez drôle à la base, le tourisme de masse. C'est que comme on l'a dit donc, au tout début, pendant les 30 glorieuses, il y avait peu de stations balnéaires où les gens se réunissaient sur nos littoraux et on se rend compte qu'il y avait énormément de pubs. Parce que d'un point de vue économique, le tourisme, était un concept nouveau, assez novateur et ça entraînait pour les commerces, pour les lieux, où il y avait, peu d'activités finalement, où il y avait peu d'attractions, où il y avait pas d'industrie, c'était une nouvelle manière de pouvoir, ben, gonfler un peu ses comptes et son pouvoir d'achat. Et là, on se rend compte qu'avec le tourisme de masse, il y a la demande de tourisme a explosé et en fait, il n'y a pas eu une adaptation sur le terrain, en fait. Je prends un exemple tout simple, quand on regarde les falaises d'Étretat aujourd'hui, les falaises d'Étretat, c'est vraiment des milliers et des milliers de personnes qui se rendent chaque jour sur ces lieux. Quels sont les impacts? Finalement, les impacts aujourd'hui, c'est que le village et les communes aux alentours d'Étretat sont débordées. L'été, elles sont débordées et les locaux ne peuvent plus circuler, ne peuvent plus se loger. L'impact des Airbnb, c'est-à-dire c'est des locations souvent à la nuitée ou aux deux nuits, fait que ceux qui veulent vraiment s'installer sur le territoire, travailler sur le territoire, ils n'arrivent même plus à se loger. On voit exactement le même problème plus bas, sur la côte de l'Atlantique vers Bayonne, etc. J'en ai déjà entendu parler quand je suis allé dans cette région. Et d'un point de vue purement environnemental, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un lieu magnifique si vous y êtes déjà allé, mais l'impact sur la biodiversité est terrible. L'érosion des falaises, notamment due à, certes, la montée des eaux et les grandes marées qui ont lieu en septembre, impactent l'érosion, mais également le piétinement de milliers d'individus chaque jour fait que la biodiversité, il y a une mauvaise régénération des sols. C'est une érosion accélérée. Ouais, voilà, en C'est fait, c'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel avec des milliers de personnes viennent se promener sur ce littoral-là, sachant que c'est des falaises, je crois, qui sont calcaires, si je ne m'abuse. Je ne veux pas dire des bêtises, mais du coup, ça favorise l'érosion des sols. Et aujourd'hui, ce joyau, d'une certaine manière, ce joyau de la nature, il est en danger. Donc, est-ce que finalement, c'est pas le serpent qui se mord la queue? On vient sur un lieu pour la beauté de sa biodiversité, et en fait, le surtourisme impacte directement ce pourquoi on se déplace. ouais. Et en fait, c'est là où on voit toutes les limites.
Et je pense que c'est pour ça qu'il est important de montrer d'autres alternatives. Mais ce qui me semble aussi important, je crois que toi qui as vécu une longue partie de ta vie à La Réunion, est-ce que tu as pas un exemple aussi, bah, justement sur cette île incroyable? Et il y a les 2 facteurs, à l'île de la Réunion. Ce qui est marrant, c'est que, il y a à la fois, ben, le tourisme de masse. Aujourd'hui, on se rend compte que alors, à l'époque où j'y étais, on avait des routes, qui étaient pas ouf. Enfin, c'est marrant parce que c'est il y a 20 ans en arrière. Et d'ailleurs, quand mes parents y sont arrivés, il y avait pas grand-chose, en fait, finalement. Aujourd'hui, on va être, plus d'un million sur l'île, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, on a des autoroutes, enfin, on a une 4 voies qui fait le tour de l'île. On a des embouteillages, mais dès le matin jusqu'au soir. Il y a des périodes où les gens rentrent du travail, où du coup, c'est embouteillé pendant des heures, alors qu'on a très peu de kilomètres à faire. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a énormément de monde. Du coup, l'impact sur, la barrière de corail, c'est qu'on se retrouve avec des coraux qui deviennent tout blancs parce que, le piétinement fait que ça casse les coraux. Il y a une protection, il y a des zones, protégées qui sont ultra limitées. On a de la pêche locale à l'intérieur de la barrière de corail, ce qui est illégal, mais ce qui existe quand même. Heu et au niveau du tourisme, du coup, qu'est-ce qu'a mis en place la région? La région, elle a dit: «Bah, on va faire un beau sable blanc, on va, du coup, enlever certains arbres, pour, laisser plus de place pour que les gens, viennent faire un petit ambrocal, c'est-à-dire un petit pique-nique». Et du coup, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que du coup, on a une érosion. On a une érosion, accélérée. Les racines, du coup, vu qu'on les enlève, ne retiennent plus le sable et on se retrouve avec, bah, plus de sable quasiment à certains endroits et des falaises de sable à d'autres. Et du coup, il y a ouais, on voit cette érosion accélérée, alors que si on avait laissé correctement, tous les arbres bien plantés, il y avait un peu moins de place. Ouais, ça pousse à influencer directement le comportement des touristes, quoi. Finalement, c'est un peu ça. Et le problème qu'on voit et qu'on se rencontre dernièrement, je te parlais même, en off du Japon avec le mont Fuji. Il y avait une belle épicerie. Il suffit que quelqu'un le prenne en photo, le mette sur les réseaux sociaux, puis tout d'un coup, on se retrouve avec une affluence, dans une Ouais, toute petite ville qui ne supporte pas enfin, qui ne peut pas supporter le coût en population. voilà, c'est ça. Et du coup, ils ont été obligés de mettre des barrières, qui cachent en fait, totalement cette vue-là, parce que les commerces ne peuvent pas, enfin, Ouais, et la population ne peut pas accueillir autant de monde. Donc c'est pour ça que ce qui est compliqué avec ce tourisme de masse, c'est que aujourd'hui, on a un énorme on a la terre quand même, hein. On n'a pas une zone au Japon, on n'a pas une zone à La voilà, on a Réunion, une on a diversité, une on a une nature qui est diversité. magnifique et pourtant, Et je pense qu'effectivement, tu avais raison quand tu disais, de s'intéresser au pourquoi on voyage. ouais. Et je pense que encore une fois, comme on le fait quand on va faire de la prévention, au risque environnemental, eh bien, on impacte enfin, on vient chercher une éducation, en fait. On vient apporter une éducation. Et je pense que c'est le fondement de tout, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Et aujourd'hui, pourquoi on voyage? On voyage plus pour le plaisir de voyager. On voyage pour le plaisir de voir quelque chose qu'on a déjà Ou vu se montrer en ou train se de montrer en en train train de de voyager. voyager. Ouais, ouais, ça c'est Et clair. c'est encore plus fort, quoi. Et même sur la notion d'évasion, en fait, c'est aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, et notamment quand on allait voir le peuple Sami, c'est leur connaissance de leur environnement et du terrain. Quand on leur discute avec eux, mais est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous êtes déjà venu dans le sud de l'Europe? Ils ont dit, mais pourquoi faire? J'en ressens pas le besoin. Mmh mh. Je connais mon environnement et tout ce qu'il y a autour de moi me convient, me suffit. Pourtant, ils sont dans un Voilà. environnement, à moins 30 de temps en temps, et puis, allez, 10 degrés, quand il fait vraiment très chaud. Ouais, mais quand qui sommes allés sur place, on s'est rendu compte qu'on c'était dans une biodiversité quand même exceptionnelle. Je pense que les 4 saisons sont respectées d'une certaine manière. Il y a quand même un changement d'environnement qui est assez marqué, ce qui n'est peut-être moins le cas chez nous, un peu plus dans le sud. Et en fait, cette notion de connaître son environnement et s'approprier en fait un environnement à pied, à vélo, proche de chez soi, c'est quelque chose qui est peut-être moins commun, notamment, avec ces politiques d'influence à l'autre bout de la planète, quoi.
Et Mais je trouvais intéressant aussi, pour faire une petite aparté sur la Laponie, on a été sponsorisé par une agence de voyage c'est vrai. et là, on a dans les solutions qu'on peut apporter aussi parce que finalement, déjà choisir, l'agence de voyage qui va vous sponsoriser, déjà c'est important. Hem, Nous, on a été sponsorisés par, 66° Nord qui nous a donné du matériel afin de pouvoir aller à la rencontre du peuple sami. Heu, Aujourd'hui, cette agence de voyage fait des voyages en avion, organise des voyages en avion. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a pu discuter avec cette agence pour, mettre en place des solutions et ça aussi, c'est intéressant et c'est le rôle finalement, des influenceurs, de l'influence, d'essayer de changer un peu cette vision. Ouais, changer le monde de l'entrepreneuriat et du sponsoring d'une certaine manière. On sait que notre documentaire va être vu par des milliers de personnes. Heu, Aujourd'hui, on est content de pouvoir dire, ben, voilà, on a au moins discuté avec l'agence de voyage. Ils proposent également des voyages en bateau, ils ont des alternatives et c'est vrai que nous, on va plus aller se concentrer sur les alternatives en disant: «Bah, voilà, il y a moyen de se déplacer en bateau, il y a moyen, de faire des Prendre choses, le de train. prendre le train aussi», puisque pour se rendre dans le nord, on peut totalement prendre le train. C'est long, d'accord, mais c'est un voyage aussi et c'est ça au final même on pourrait en dire, c'est que est-ce que c'est la destination ou c'est le voyage en lui-même qui est Est-ce que plus voyager, intéressant? c'est pas, justement de fermer la porte de chez soi et dire: «Bah, là, je commence à voyager», alors qu'on n'a même pas quitté son domicile? Est-ce que, en fait, c'est là tout l'enjeu et c'est tout ce qu'on a ressenti, à travers les différentes expériences? Si on parle un petit peu de nous, moi, j'ai eu pas la chance, mais je me suis donné l'opportunité de quitter chez moi, vers mes 18 ans et d'aller explorer et de voir un peu, ben, moi, c'était plus dans une dynamique de voir ce qui se passait avec le réchauffement climatique. Mais l'autostop que j'ai fait pendant plusieurs années, je me suis dit: «Bah, en fait, je quitte mon village, j'ai juste à sortir, mon pouce et je vais rencontrer l'autre, en fait». Mais l'autre, ça là, pour le coup, c'était à côté de chez moi, donc c'était mon voisin, en fait, que je ne connaissais pas forcément, mais j'ai appris à rencontrer par la dynamique de sortir de ma zone de confort déjà, de faire quelque chose qui est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus difficile que de monter dans un avion et en fait on parle à personne et le voyage n'a pas commencé. Le voyage Ouais, commence quand on arrive. oui. Donc déjà, cette notion de voyage interne en fait et cette audace de se dire, ben, je sors mon pouce, je vais à la rencontre de l'autre et au fil des rencontres, mais en fait mon voyage c'est ça. Et je peux faire 100 kilomètres autour de chez moi, j'aurai des choses à raconter. Ouais. Parce qu'il y aura des histoires, des échanges et finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on peut rechercher aujourd'hui dans les nouvelles formes de voyage, en fait? Ouais, c'est vrai que le stop pour le coup, ça me rappelle comment on s'est rendu, pour aller en Corse. Je trouvais ça excellent qu'on se soit dit, bah, on part de chez nous et puis on va rejoindre la Corse, mais en stop. Juste cette petite partie sans la Corse, bah, finalement déjà c'était une aventure en soi et je trouve ça finalement, je trouve ça super intéressant et même on peut pousser le cursus un peu plus loin parce que là, par exemple, toi, tu es parti, au Sénégal en stop. Ouais, je suis parti. Bah, je pense que c'est pas la distance qui compte, hein. Quand on voit, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui s'autorisent et à partir très très loin, à l'autre bout de la planète en stop. Ça veut dire que l'empreinte environnementale, elle est quasi nulle aujourd'hui. L'aventure est exceptionnelle et les souvenirs concrets sont exceptionnels. Mais la notion qui est importante, et quand on voit tous ces jeunes, et notamment des gens comme moi, pourquoi on prend cette démarche et cette initiative, c'est se réapproprier le temps en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va ultra vite, que ça soit à travers notre travail, que ça soit à travers nos hobbies, le monde qui nous entoure va très vite et être en stop, c'est s'autoriser à attendre, s'autoriser à ennuyer, gérer l'ennui et vouloir s'ennuyer d'une certaine manière. Je sais pas toi, les souvenirs que tu en as quand on a attendu sur le bord de la route à -25 pendant 5 heures, tu t'en souviendras toute ta vie sûrement et pourtant il s'est passé 5 heures où tu as presque rien fait à part rigoler, discuter avec moi, regarder notre Et environnement se geler les miches, et se geler les miches. Mais mais ça t'a marqué. mais ce qui était sympa, c'est aussi, bah, les personnes qui se sont arrêtées, qui ont discuté avec nous, les personnes qui nous ont proposé de dormir et je trouve en fait, finalement, sans le vouloir, tu provoques le contact et en le voulant avec un pouce, tu provoques quand même le contact et du coup, c'est ce côté-là qui est intéressant et c'est j'allais dire, se reconnecter au vivant n'a pas
que connotation à se reconnecter à la nature, mais finalement à se reconnecter à tout, à des personnes, à des êtres vivants et je pense que c'est là la vraie, ce qui résonne en nous, en fait. Ouais, j'ai un exemple qui est encore plus parlant que ça, c'est que quand plusieurs fois j'étais en Afrique sur le bord de la route ou même dans des villages et j'avais développé une nouvelle technique pour dormir chez l'habitant, tu vas me dire, t'es un peu fou toi, mais je trouvais ça excellent. C'était, j'allais dans des places publiques, dans des petits villages, et au lieu de démarcher, d'aller toquer aux portes pour essayer de dormir chez eux, je restais assis sur un banc sur la place du village et je ne bougeais pas. Et il y avait une dissonance temporelle et de mouvement entre les gens autour qui bougeaient, faisaient leurs affaires, c'était le marché, il y avait du dynamisme, et moi, un blanc en plus immobile au centre du village, ça créait une forme de curiosité et d'attention en fait. Et de cette attention-là, je n'avais pas besoin de provoquer la rencontre, c'est les gens qui venaient à ma rencontre et ils me demandaient est-ce que je suis perdu, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce que ça va pas, qu'est-ce que je fais là tout seul. Et de cet immobilisme créer l'interaction. Et en fait, encore une fois, ça me fait écho à cette temporalité, cette notion de monde qui va très vite. Et quand on décide de ralentir, bah en fait, on peut vivre des expériences incroyables. Et justement, pour moi, c'était ma définition du voyage. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté stop. Mais Ouais. toi aussi, tu as aussi pas mal voyagé, et notamment, je pense qu'on pourrait parler d'un mode de voyage qui est certes très développé, mais qui a aussi tout son intérêt. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes quelques mois de voyage en van life? Bah oui, alors on l'a fait également ensemble. On a voyagé tous les deux en van life aussi quand on est parti en Slovénie avant bah, justement que tu partes au Sénégal. Mais je voulais d'abord aborder et débunker tout de suite le voyage en van life. Oui, ce n'est pas une alternative de la plus écologique euh, par rapport à d'autres alternatives. On est d'accord. Le principal souci avec ce mode de voyage, c'est la consommation d'énergie fossile. Voilà, on va là-dessus, on est totalement au clair avec ceci. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est que pour une famille, par exemple, ça permet de se mobiliser tranquillement. On en revient à la temporalité. Ça permet de prendre son temps sur les routes, de s'arrêter à un petit village. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des petits villages en France où je me suis arrêté simplement parce que je me suis dit, oh, c'est sympa, ça change, il y avait personne et on peut profiter tout seul d'un monument, on peut profiter et il faut pas voir la van life comme étant dédiée à l'été. Il faut accepter aussi de pouvoir le faire en hiver. Moi, je l'ai fait avec ma compagne, on l'a fait en hiver. Alors, c'est particulier. Ça veut dire qu'on ouvrait la tente de toit en hiver. Donc, ça veut dire que, bah oui, il faut être bien équipé. C'est pas tout à fait. On n'est pas dans un. Tu sors ta zone de confort d'une certaine manière On, aussi. on sort quand même de notre zone de confort, on est d'accord. Et c'est vrai que voilà, il faut accepter ces choses-là. Finalement, ça nous renforce, puisque du coup, on Plus va résistant au moins être froid. malade, on est plus résistant au froid. D'un autre côté, on utilise du circuit court, puisque quand on arrive dans une ville, on va voir un marché, et cetera. C'est beaucoup plus simple pour nous Ouais, de s'arrêter dans un marché, de prendre des légumes, 2-3 légumes, surtout que la consommation est assez, journalière. On voyait jamais à plus de 3 jours. On voilà. savait que finalement on allait s'arrêter à tel endroit. Maintenant quand on souhaitait faire, une zone particulière, on a été jusqu'en Espagne dans un désert, on savait que traverser ce désert-là, bah, ça allait être, Oui, il y a un peu de logistique, bah, quoi. il fallait un peu de logistique, et cetera. Mais honnêtement, ça reste du circuit court. Ça reste de la consommation très basse, puisque par exemple, tu vas te doucher avec une douche, bah, tu as des litres qui sont là où une douche en moyenne, c'est énorme pour un Français moyen. Une chasse d'eau, juste la chasse d'eau, c'est entre 5 et 10 litres d'eau potable qui disparaissent pour des fois un petit pipi. Ouais, euh, c'est faux. alors, c'est fou. Alors que là, on utilise uniquement l'eau pour se laver. Les besoins naturels, tu es en nature, il y a pas de souci. Il existe des aires à Ouais, droite, à voilà, gauche, c'est donc possible. donc c'est pas une consommation, c'est une consommation qui est, Raisonné. qui est raisonnée et c'est ça que je trouve en fait, très sympa et tu vas pouvoir aller voir, des cultures, rentrer dans une culture parce que finalement ça nous est arrivé des fois de poser le véhicule et d'aller, découvrir, sur quelques jours, un endroit. Tu tombes en panne, ça c'est génial.
tu tombes en panne. Toi, tu connais, toi. Mais oui, moi je connais. Mais ce que je trouve génial, c'est que, tomber en panne, on va se dire: «Oh c'est chiant, ça nous casse un petit peu les vacances et tout». Bah, finalement non, c'est génial parce que tu finis par, rencontrer des personnes qui vont t'aider, tu finis par être invité chez des gens, tu finis par, en fait, découvrir un réseau, te créer un réseau, puis la semaine est passée, ta réparation est OK et tu repars Voilà, et en et tu un fait, truc à raconter, quoi. et il s'est passé quelque chose et c'est génial et donc c'est là où il faut vraiment appuyer sur les alternatives au voyage. Mais il y en a plein d'autres en plus. Aujourd'hui, il y a les trains de nuit pour voyager loin, Il y a le il y a vélo. il y a le vélo, il y a d'aller travailler chez certaines personnes, pour, découvrir une culture. Il y a et en fait, ce qui est génial et ce que j'aimerais que vous reteniez un peu de ce podcast, c'est pourquoi on voyage. Aujourd'hui, je pense que l'important dans tout ça, c'est Ouais. de se rappeler pourquoi on voyage. On revient encore au psychologique, c'est dingue Oui, ça. oui, mais c'est vrai, Mais c'est c'est vrai, vrai c'est vrai. et de cette question-là va émaner, les mobilités douces, je pense, si on est sensible à ces questions comme nous. Mais, je pense que c'est important de vous parler aussi de la suite et de notre prochain projet aussi qui va, avoir, pour objectif de faire du vélo tandem. Pourquoi le vélo tandem? Parce qu'on se trouve que c'est un très bon moyen, pour aller à la rencontre de lycéens, partout en France, montrer que l'un et l'autre peut apporter de l'énergie au déplacement, en fait. Ouais. Et que finalement, on est ensemble, on forme qu'un sur ce vélo pour se déplacer et notre déplacement va dépendre de notre propre énergie. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quand même, faut le souligner, quoi. Ça c'est vrai que donc ce sera tout à fait notre prochain projet. On va faire un tour de France en vélo de tandem, à la rencontre de lycéens comme tu le disais et on fera un petit, review en fait de la dépense en coût carbone, de ce qu'aurait représenté, ce que l'on va faire, en voiture par exemple, et ce que ça représente en vélo. Donc du coup, on fera un petit VS comme ça, Ouais. un petit versus, et ça permettra de montrer un petit peu, bah, ce que veut dire l'engagement finalement. Voilà, Ce que tout à veut dire, oui, je veux aller à la rencontre de 40 lycées, de rencontrer plus de 4000 lycéen, lycéens, mais comment on fait ça proprement? Ça, c'est toujours ce qu'on s'est posé dans notre projet précédent c'était et aussi dans qui te ce nouveau randonnée en projet. plus. C'était encore une nouvelle manière. Il y a plein, mille et une manières d'explorer la mobilité douce. Et en fait, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des nouvelles idées ou si vous avez des anecdotes à nous partager. On sera curieux de vous lire et de vous répondre. Et bah voilà, je crois qu'on a apporté quand même pas mal d'éléments sur ce podcast, que ce soit d'un point de vue historique, politique, sur cette notion de voyage. J'espère que ce contenu vous aura plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à réagir, que ce soit sur les réseaux sociaux. Utilisez du coup à bon escient pour parler d'une thématique intéressante. Finalement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir notre page Instagram, d'écouter. Donc vous pouvez écouter ce contenu sur YouTube pour nous voir, mais également sur Spotify ou Deezer. Et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant et en discutant de ce que vous venez d'entendre à vos proches. Si ça peut vous permettre de débattre en famille, et ben nous, notre objectif sera réussi. En tout cas, merci Guillaume pour cet échange, c'était fort cool. Merci Jérémy. Et puis on se dit à bientôt sur CM Podcast. Allez, à plus. Ciao!